Bonjour, je m'appelle Georges, j'ai 25 ans, je suis stand-upper depuis 2019 et vous écoutez Trop de questions. Trop de questions, c'est un podcast qui me sert essentiellement de prétexte pour avoir de longues discussions avec des gens que j'aime bien et dont j'apprécie le travail. Et cette semaine, je reçois Fanny Ruet que j'ai rencontrée lors d'une masterclass dans le cadre du campus On Time, une résidence d'humoriste de 5 mois au sein du Barbès Comedy Club, lors duquel Fanny nous a avoué que son podcast Les gens qui doutent était un prétexte pour avoir de longues discussions avec des gens qu'elle aime bien et dont elle apprécie le travail. Fanny étant quelqu'un que j'aime bien et dont j'apprécie le travail, je lui ai proposé d'être ma première invitée, et voici la discussion que nous avons eue le 28 avril 2021. Bonne écoute. Ah oui, il se peut qu'à un moment j'aborde mon envie de faire du sound design dans ce podcast, un peu comme The Midnight Gospel de Pendleton Ward, mais au bout de 4 heures de montage j'avais avancé de 10 minutes. Du coup, désolé pour la fausse joie, mais giga flemme. Bonne écoute. Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être une comique? C'est des questions bêtes, hein. C'est quoi les pires questions qu'on t'ait posées en vrai? Pire question qu'on m'ait posée. Les pires, surtout, c'est vraiment les trucs bateaux. En fait, les trucs bateaux où tu sais que tu vas devoir répondre de manière hyper courte Ouais. et où ils vont. Enfin, genre, typiquement à la presse papier, tu dois répondre en 2 lignes à tout. Et donc, c'est. En fait, là, toutes les questions sont chiantes parce qu'il n'y a jamais de nuance, il n'y a jamais de. Mais maintenant, c'est normal. Mais du coup, c'est évidemment moins agréable d'y répondre. Et puis, sinon, tous les trucs. Et alors que je la comprends totalement cette question, et moi je l'ai déjà posée aussi plein de fois, mais genre, oh, ça fait quoi d'être une fille dans l'humour et tout. Mais Ouais. le truc, c'est que juste cette question, quand la réponse doit être courte, c'est à chier. Quand tu peux aller dans plein de trucs, oui, mais quand ça doit être court, ça va d'office être Mais en chiant. plus, Quoi. genre, toutes les femmes dans l'humour, elles répondent genre la même chose, non? Genre, c'est quel Non, intérêt de poser parce cette question à chaque fois, que quoi? les milieux sont différents en fonction du pays. Euh, genre. Et puis ça évolue très très vite, j'ai l'impression. Et puis moi, mon avis change assez souvent en fait. Euh, Ouais, je sais pas. Non, je suis pas sûre qu'elle réponde pareil. Parce qu'il y avait une interview qu'on avait faite il y a super longtemps. Je sais plus pour qui c'était. Où ils avaient posé des questions à moi, Morgane Cadignan, je pense Rosa Berstein et une autre. Et en fait, mes réponses à moi étaient très différentes de celles des 3 françaises. Parce que c'est assez différent en Belgique en fait. Moi, je vois pas trop la différence être une meuf ou pas en Belgique. Ah ouais? Tout est pareil. Ok, En cool. France, elles avaient l'air un peu plus d'avoir des réserves quoi. Mais j'ai l'impression vraiment qu'en France, il y a encore plus une distinction entre hommes et femmes qui commence à partir un peu dans les autres pays qui nous entourent, quoi. Je sais pas, genre, j'essaie de trouver un exemple pour pas juste balancer une phrase comme ça un peu random. Euh, Ouais, par exemple, il y a eu le décès de la femme de Nelson Mandela. Mhm. Et tous les titres dans les journaux ont titré en mode décès d'une grande activiste contre la ségrégation, sauf en France où il y avait vraiment marqué décès de la femme de Nelson Ouais. Mandela. Et j'ai fait comment on est vraiment si en retard que ça là-dessus, quoi. Ouais. La France, franchement, vous êtes pas ouf. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a plein de trucs en France. Moi, en Belgique, on est là, mais d'où c'est un débat? Ouais, Je sais pas si c'est parce qu'en Belgique, on a la flemme sur beaucoup de choses et qu'on est vite impossible. en mode ah, tu sais quoi, faites ce que Ouais. vous voulez, on s'en fout. Mais ouais, en France, vous avez des débats, mais ça devrait pas en être. Mais est-ce que tu le ressens dans ta manière dont le public accueille tes blagues quand t'es sur scène? Genre, tu sens que le public il est en mode ouais, on s'en fout, on est en Belgique, on est cool avec ça, et en France en mode ouais, elle a dit un truc un peu vulgaire, c'est une femme, c'est tellement subversif. Hmm, non, j'ai pas l'impression parce que les gens qui viennent me voir en spectacle, ils savent. Enfin, je leur vends pas un chat dans un sac. Ils ont entendu les chroniques, ils ont machin, donc je pense ils s'en foutent un peu. Maintenant, je le sens dans les commanditaires entre guillemets quand on genre Commanditaire, c'est quoi? quand on m'engage pour des tafs ou genre par exemple là on fait des podcasts où on fait des blagues sur la littérature. Mhm. Il y en a certains où on me dit oui là méfie-toi, ça risque de vexer les auteurs et tout quand c'est en France, mais en Belgique à côté de ça ils me demandent de présenter la foire du livre, tu vois. Ouais, Donc il y a un peu un truc de ah putain elle fait des blagues sur nous, c'est marrant, on s'en fout et tout le monde peut voir ça parce qu'on a de l'autodérision. En France ils sont plus genre oui mais c'est de l'image et tout. Donc c'est plus à ce niveau là que c'est différent. ok. Ok.
Ouais, en fait, voilà. Ce qui va se passer beaucoup, c'est que j'ai une question qui est partie au loin pendant que je réfléchissais. Ah, mais c'est comment je t'ai normal. posé. Moi, c'est pour ça que maintenant, j'essaie d'avoir un bloc-notes à côté parce que sinon, j'oublie Bah, tu sais quoi, je vais faire systématiquement. ça. Hein. Ouais, c'est vraiment. Parce que c'est hyper frustrant des fois, ou alors t'as genre 6 questions qui te viennent pendant une longue réponse. De ouf. Ok, petite pause, Georges du futur. Georges du futur, est-ce que tu regrettes que ce podcast ait duré si longtemps parce que tu vas devoir monter? Non, ça va. On a fait la paix entre moi et ma voix avec le Georges du futur. On est combien? On est le. 8, 9, on est le 8. Ah, on est le 8. Date avec Fanny. C'est mon cahier de névros, ça, à la base. Putain, c'est trop joli comme nom. Ouais. C'est genre, dès que ça va un peu pas bien, au lieu de ressasser les pensées dans ma tête, je le mets là-dedans, comme ça je me dis, ah fuck, si j'ai envie d'y repenser un moment, je sais que c'est écrit quelque part, c'est pas obligé de rester dans ma tête, tu vois. Ah, habile. Est-ce que des fois tu le relis en mode putain, comment j'étais pas bien, je suis tellement content d'aller mieux? Mais c'est un peu un jeu que j'ai avec des gens, c'est genre en mode, tiens, on prend un cahier de névrose au hasard et on lit une phrase, et généralement on se tape une grosse barre parce que c'est de la merde, tu vois. Ouais, c'est très vite kikou, quoi, quand Genre, t'es dans la c'est ça, tristesse. c'est tout le monde a l'air triste au campus, plus fatigué que triste, mais un peu triste quand même. Ça va être dans longtemps la reprise. Il y a un peu cette ambiance de fin de colo, comme si c'était une fin de vie, tu vois. Oh. C'est très. Enfin, j'aime bien. Ouais, je Parce que comprends, sais je pas. comprends. Genre, c'est un puits à vanne, ce truc-là, en vrai. En fait, c'est tellement un truc où, par écrit où on se permet d'être un ado de 12 ans. C'est ouf. Qu'en mode la vie, c'est dur. Alors que vraiment, ça va. Mais en vrai, on pourrait. Enfin, je comprends pas pourquoi on n'est plus ces ados de 12 ans, genre. C'est à quel moment on s'est dit, ouais, c'est plus. Enfin, c'est une mauvaise idée d'être un ado de 12 ans, alors qu'en vrai. Enfin, on vivait tout de manière très intense. Ouais, Et mais genre, on n'avait pas honte de ça. c'est vrai, mais c'est un truc que je me dis beaucoup en ce moment. De l'intensité des sentiments me manque. Genre les trucs où genre quand t'aimais quelqu'un, mais c'était zinzin, Ouais, c'était ta vie. ouais. Alors que maintenant, t'es en mode non, mais ça va pas le faire, tu sais, on n'est pas. Nan. Alors que putain, mais c'était chambé quoi. On ressentait les choses tellement fort, on pouvait passer des heures à se dire rien du tout. De ouf. Moi, j'ai ce truc-là où quand je retombe amoureux, je suis en mode, mais bah, vas-y, fais chier, quoi. Je suis amoureux là, Ouais. vraiment. Je sais que ça va me mettre dans des états mal et je suis en mode, ah, pourquoi maintenant, quoi. J'étais bien Ouais. dans ma vie. Alors que c'est vrai, quand j'étais ado, j'étais en mode, les paillettes dans les yeux et tout. Genre, juste regarder une personne au loin, ça m'allait, tu vois. J'étais en mode, ouais, trop bien, elle existe, cette personne, c'est tout, ça me va, tu vois. C'est vrai qu'on a plus ça. Pourquoi on se moque des ados en vrai? En vrai. Je crois qu'on est jaloux, justement, de leur capacité à ressentir les choses fort et à avoir cette sorte de naïveté, mais qui est pas vraiment de la naïveté, mais un côté un peu utopiste, parce que à ce moment-là, tu prends moins en considération tous les obstacles que tu vas avoir, mais juste l'envie que t'as. Et nous, maintenant, on voit juste les obstacles et on fait ouais, mais non, c'est pas possible que je fasse ça parce que j'ai pas le temps, j'ai pas. Tu vois, donc t'es là, ouais, non, mais genre en vrai, mes rêves, je vais pas les réaliser parce que j'ai pas le temps. Là, j'ai une vie. Tandis que les ados, ils sont. Et c'est hyper. Enfin, j'envie beaucoup ça. Et en même temps, genre, envier des ados alors que c'était horrible l'adolescence. Horrible. En fait, la situation était horrible, mais le mental était super. C'est intéressant ça. Mais du coup, si on gardait ce mental-là, ça se trouve, on revivrait des situations horribles à nouveau. Je pense peut-être, en fait. Peut-être parce que ce qui rendait le truc horrible, c'est qu'on était vulnérable à énormément de choses, parce qu'on ressentait les choses aussi fort. Mais d'un côté, j'ai l'impression que quand t'es ado, vu que t'es plongé dans un environnement que t'as pas choisi, t'es au collège, t'es obligé de faire des trucs que t'aimes pas, genre 8 heures par jour, plus faire des devoirs, ça n'a aucun sens. Être avec des gens que t'aurais pas choisi toi-même, tandis que maintenant, vu qu'on a nos choix, on a nos apparts, on a plus de liberté, on peut avoir les potes qu'on veut et tout, je pense qu'on est moins perméable à toutes sortes d'avis un peu toxiques, et donc on pourrait vachement plus se permettre la vulnérabilité, justement parce qu'on est entouré de gens plus sains, en fait. Donc là, tu peux te permettre certaines vulnérabilités dans ta vie. Ouais, moi je me permets pas mal ça, et justement je choisis les gens de mon entourage en fonction de ceux qui acceptent ça, tu vois, genre très vite dans les relations, en fait, qu'elles soient pro ou personnelles, je fixe vite des trucs de parfois je suis une merde, parfois j'ai vraiment besoin d'être rassurée à fond pour des trucs idiots, et si je suis très franche sur plein de trucs, et si les gens ils disent ouah c'est quoi cette folle, c'est qu'on n'était pas fait pour bien s'entendre, en fait. Et tu penses qu'il vaut mieux genre accepter sa vulnérabilité ou travailler sur certaines? Faut faire les deux en parallèle, je crois. Faut genre accepter que t'es en travail
continue sur toi-même et genre il y a des choses évidemment qu'il faut les régler. Parce que moi je sais par exemple que j'ai toujours une obsession pour le fait d'être la préférée des gens. Je comprends de ouf. Et genre mes potes et tout, quand ils ont d'autres potes, je suis là, super, Ouais. c'est qui cette pute, tu vois. Alors qu'en amour, je suis pas du tout jalouse, mais avec mes potes, avec ma psy, avec les gens avec qui je travaille et tout. Putain, t'as ce truc là de ouais, je vais être le patient préféré de ma psy. Mais évidemment, évidemment, je vais être la plus drôle. Moi, à l'époque où je voyais ma psy, j'ai dû arrêter de la voir parce que j'ai eu quelques soucis avec le Covid, enfin avec le souci financier avec le Covid, mais là j'ai hâte d'y retourner parce que j'ai juste hâte de genre essayer de la refaire marrer Ouais. à nouveau. Genre moi mon jeu quand je vais voir ma psy, c'est vraiment j'essaie de la faire marrer, tu vois, parce du qu'en nouveau mode, matos. tu sais, j'ai en mode j'ai envie qu'elle se dise ah ok je vais voir Georges du coup c'est bien, on va souffler pendant 1 heure et ça va être cool, il va Ouais. faire le couillon. Putain, je suis content de pas être le seul à faire ça. Ouais, non, évidemment. Et donc ouais, je sais que je dois travailler là-dessus parce que ça vient d'une peur que les gens ils s'en aillent et parce qu'ils m'aiment pas assez et tout. Et donc évidemment, je dois travailler là-dessus. Mais en même temps, les gens autour de moi, ils le savent, ils l'acceptent. Et tant que ça prend pas non plus des proportions énormes, tant que ça reste un peu une blague et un truc, Ouais. voilà, ça va. Donc il y a un juste milieu, je pense, à trouver. Mais le truc de la jalousie de couple et du fait que c'est quelque chose d'assez malsain et que tu t'en éloignes et que tu recalques ça à tes potes, genre pourquoi est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi on se trouve ça, enfin pourquoi on n'aime pas genre les gens qui sont jaloux en couple? Parce qu'il y a parce qu'il y a un truc d'appartenance et ok, on est ensemble et donc tu m'appartiens entre guillemets, et donc il y a ce truc qui n'a pas de sens en fait. Et tu recherches ça avec genre tes relations amicales aussi, dire bah je suis ton ami à toi, et tu es mon En ami à fait moi. non, moi le truc que j'ai c'est que je suis pas jalouse en couple parce que je pars du principe que c'est une relation qui est safe, tu vois. Mhm. Genre on s'est choisi. Ok. Donc on va pas partir. On va pas, genre, j'ai assez de sécurité pour me dire ah ok c'est bon, je suis safe et donc on a chacun notre truc et c'est pas grave. Tandis qu'en amitié, vu que t'as pas cette certitude entre guillemets, qui est totalement illusoire étant donné qu'en couple bah, tu peux te Mhm. séparer, mais vu que j'ai pas cette sécurité là avec mes amis, j'ai beaucoup plus peur qu'ils s'en aillent et qu'ils se rendent compte qu'en fait ils m'aiment pas trop. T'as beaucoup d'amis qui sont partis genre au cours de ta vie, genre des amis auxquels tu tenais ou des, tu sais, des relations amicales très très fortes et qui se sont terminées genre comme ça. Bah à l'adolescence oui parce que c'est ce truc où tout était tellement intense et ouais, il y a eu des trucs un peu compliqués ou des gens où tu te rends... En fait, vu que t'as pas toujours assez de recul quand t'es ado, t'es des fois ami avec des gens qui sont toxiques as fuck, Mhm. qui sont des gros mythos et tout, mais tu te rends pas compte parce que t'es en mode oh, c'est trop comique. Et donc oui, il y a eu quelques trucs un peu nuls. Maintenant, j'ai pas non plus été traumate quoi, mais je sais pas, j'ai un peu cette peur de l'abandon tout le temps qui se met sur toutes mes relations, mais c'est pas non plus handicapant totalement, tu vois. C'est juste que je fais souvent des blagues de tu vois d'autres gens. Ouais, mais viens chez moi plutôt. Est-ce que t'as ça sur scène un peu, genre que en fait moi ce que je vois c'est que tu es sur une début de notoriété, que t'es en train d'être de plus en plus connu. Est-ce que t'as pas peur à un moment que les gens se disent ouais on va préférer comme cette personne là qui vient d'arriver? Mais ça en soi, c'est pas trop mon problème. Enfin, genre, moi, le fait qu'ils aiment quelqu'un, ça va pas avoir une incidence sur le fait qu'ils m'aiment moins. Mhm. Genre, t'as plus de temps pour aimer des humoristes que des amis, parce que ça prend moins de temps comme relation. Je vois. Donc non, et puis... Mais parfois, je me pose la question vis-à-vis de certains trucs. Par exemple, quand je vois... Là, je sais pas si t'as vu, il y a full humoristes qui ont lancé leur podcast. Et j'ai Ouais, eu hein. vraiment une seconde où je me suis dit, putain, mais... Ça veut dire peut-être les gens, ils vont préférer leur et ils vont moins aimer le mien. Et puis, c'est ça que je me suis forcée à me dire. Mais d'ailleurs, c'est le jour où on s'est appelé. Ouais. Genre, je t'ai répondu et en même temps, je me suis répondu parce que j'avais pas encore statué dans ma tête. Et qu'est-ce que je t'avais dit, genre là? Tu m'avais demandé comment t'es sûr que ton podcast est genre différent des autres et tout. Ouais. Et je t'avais dit, mais tous les podcasts seront différents parce que tu vas pas poser les mêmes questions, tu vas pas t'intéresser aux mêmes choses. Et si ta personnalité est différente, ton podcast sera différent. Et j'étais comme, oh putain, ouais, j'ai trop raison. Et en vrai, tu vois, du coup, j'essaie de pas trop regarder en fait ce qui se fait ailleurs. Et ce qui est assez paradoxal avec le fait que d'un côté, il faut quand même se tenir au courant de ce qui se fait pour être. Enfin, sinon, tu te mets totalement à part et donc t'es déconnecté du présent, quoi. Mais donc, il faut un peu trouver l'équilibre entre se tenir au courant de ce qui se fait et ne pas être totalement.
obsédé par ah mais l'autre il a fait ça et elle a fait ça, et est-ce que moi j'ai une place là-dedans? Non, tu t'en fous en fait, en vrai fais ce qui te plaît et, et on s'en fout de ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de faire un podcast? C'était vraiment une excuse pour parler à des gens. Ouais. En vrai je m'en fous qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas. J'ai un peu ce truc là aussi. Ouais c'est normal. Les podcasts c'est juste des égoïstes qui avaient besoin d'une raison altruiste, tu vois. Est-ce que tu t'es dit ouais ça va être un moyen pour moi de parler, ou ça va être un moyen aussi pour moi de mettre les gens en avant, mais aussi de parler, d'avoir un temps d'antenne, ou je sais pas, enfin... Ah non, ça je m'en fous. Vraiment non, c'était vraiment juste poser des questions sur des trucs que les gens créent. Et l'aspect créer son média et tout. En fait, moi, j'ai la chance d'être déjà tellement mise en avant via des chroniques, via des trucs et tout, que j'ai pas besoin... Les gens n'ont pas besoin de plus de moi, vraiment. Et c'est pour ça que vous pouvez retrouver Fanny Ruet dans Stand Up France. Yes, partout. Ouais, je suis déjà à beaucoup trop d'endroits, donc les gens n'ont pas besoin de m'entendre plus. Je pense que ça va être ça l'intro. Bah écoute, honnêtement, oui. Ouais. Comment ça s'est passé ton premier podcast? Genre le premier, Les gens qui doutent. C'était avec Kian et j'étais terrorisée parce que j'étais trop mode oh putain mais c'est Kian que j'en dis, pourquoi il a dit oui? Tu sais que t'es un peu ma Kian du coup. Oh mais non, comment bah, C'est vrai qu'avec Kian c'est dans un hôtel. C'était quoi la suite? De quoi? Non. Quoi? J'ai tenté une blague à base d'allusion en mode... Ah d'accord, oh putain je vais sucer la tub. Bah grave, mais moi aussi j'ai grave envie en fait. J'espère que ce sera ça l'intro en fait. Je suis pas sûr de le mettre ce truc là. Comment est-ce qu'on enchaîne après ça? Non mais genre t'étais terrorisé à l'idée de Warkan? En fait j'étais tendue parce que c'était... Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je sais que je suis pas très bonne en interview. Enfin je savais que j'étais pas très bonne en interview. Et ça m'emmerdait parce que c'est vraiment une chose que j'avais envie de savoir faire. Et donc je me suis dit ok bah fais-en en fait. Y a que comme ça que tu vas devenir meilleur et que tu vas être capable de te démerder. Donc fais-en. Et puis d'un côté je me suis dit ouais c'est peut-être chaud d'avoir commencé avec Kian Kojandi. Mais voilà, j'avais mes questions qui étaient toutes prêtes et tout, et j'étais un peu tendue, et c'était pas assez spontané, et je butais à fond sur les phrases, genre tu vois dans ma voix que je suis comme mais, enfin je bute 4 fois sur les mêmes mots, et c'est un truc que je fais toujours comme pour rassurer l'invité sur le fait que je me rends compte que je suis inférieure, enfin tu vois il y a un truc fucked up. Et donc j'essaye de travailler là-dessus, mais je le fais toujours énormément, même quand j'interviewe des gens lambda, tu vois, même si c'est pas des gens connus, même si c'est pas des gens dans l'artistique, juste des interviews même pour des trucs corporate, je fais ça, je sais pas pourquoi. Je bute quasiment exprès sur les questions pour que la personne comprenne que je suis pas sûre de moi et que machin. Moi j'ai pas trouvé encore le moyen de montrer à une personne que j'aimais beaucoup son travail sans vraiment la mettre sur un piédestal, tu vois. Mais je pense que... Enfin, je sais pas, moi je préfère 1000 fois quand les gens, justement, disent rien et disent pas genre ah, j'aime ce que tu fais. Parce qu'en fait, je pars du principe que si quelqu'un veut t'interviewer, c'est déjà une preuve qu'il est assez intéressé par toi pour préparer des questions et passer 1-2 heures de son temps avec toi. C'est déjà une preuve suffisante pour moi. Et si justement quelqu'un commence à dire ouais mais j'aime trop ce que tu fais et tout, en fait justement ça crée un décalage qui est hyper désagréable. Et je pense que la conversation sera 1000 fois plus intéressante si c'est juste 2 personnes qui discutent sans qu'il y ait justement ce décalage, quoi. Est-ce que t'as eu des idoles avant de commencer l'humour? Genre des idoles dans ce métier que t'as rencontré ou pas encore rencontré? Non, pas en humour. Pas en humour? Pas en humour parce que moi j'ai commencé l'humour très très tôt après m'y être un peu intéressée, donc j'avais juste un peu maté des trucs, mais quand j'étais enfant par exemple je m'intéressais pas du tout à ça, genre j'ai vu 3 spectacles je pense, j'ai vu Gad Elmaleh, les trucs du blond et je sais plus lequel c'était, L'avion de Barbie de Florence Foresti et c'est tout quoi, et le reste ça m'intéresse pas tant. En dehors de l'humour? En dehors de l'humour, ouais, j'ai eu des idoles, j'ai eu des... Laurie, moi c'était ma vie quoi. Je l'aimais trop et j'aimerais trop l'avoir dans le podcast, mais elle veut jamais. Ok. Mais du coup, genre, comment tu imagines, genre, t'as Laurie dans ton podcast? Est-ce que tu vas réussir à trouver la bonne posture? Tu vois? Maintenant, ouais. Maintenant, je pense. Parce que
j'ai plus de recul et que j'ai moins. Si je l'avais fait quand j'étais enfant, là j'aurais pété un câble. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui me mettraient le plus mal à l'aise, c'est des gens comme Phoebe Waller-Bridge, comme Catherine Ryan, ou Michaela Cole, je sais jamais comment on prononce son nom, mais des meufs ou des gens qui ont écrit des trucs que je trouve zinzin. Mhm. Et je me dis, putain, mais en fait, le truc, c'est de se dire, cette personne pourrait être en train d'écrire des trucs de ouf, et au lieu de ça, elle me parle. Ouais. Ça fait aucun sens. Et je suis là, putain, je suis désolée de gâcher ton temps. Tu vois, il y a ce truc de pas avoir la légitimité de gâcher le temps des gens qui est, je trouve, assez difficile à gérer. Mais donc ouais, aujourd'hui, les gens avec qui je serais pas allée, c'est plutôt des gens qui écrivent des trucs fous, quoi. Et est-ce que t'as déjà eu genre des interviews ou des moments où genre peut-être des gens après ton spectacle qui ont justement ce rapport-là avec toi de ouais, t'es en train de me parler après un spectacle alors que tu serais Ouais. peut-être en train de faire une scène. Comment toi tu vis? Parce que je trouve ça super intéressant que tu sois un peu entre les deux, tu vois, au niveau de ta notoriété, qu'il y ait des gens qui t'adorent au niveau de ton enfin de ce que tu fais de ton travail, et que toi t'adores d'autres personnes, tu vois, genre ça peut Ouais. permettre de comprendre à la fois genre les personnes au-dessus et les personnes en dessous, quoi. Ouais, totalement. Mais Comment tu le vis, genre quand les gens ils viennent te voir et qui te disent ouais, c'est trop bien ce que tu fais, pourquoi tu me parles, je te mérite pas. ouais, mais les gens qui m'envoient des messages sur Insta ou quoi, je suis sûre que tu me liras pas et tout, et donc d'office tu répondras pas, mais je suis comme meuf, vraiment, j'ai plein de temps libre et j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Donc ouais, ouais, je trouve ça toujours bizarre. En fait, les gens, j'ai beaucoup plus de notoriété dans la tête des gens que dans la réalité, quoi. Donc, Ah ouais? ouais, en vrai, c'est pas zinzin non plus, hein. Non, enfin, je pense que t'en es pas au rang de star, tu vois. Mais je pense que t'es au rang de quelqu'un qui a un nom. Après, c'est vrai que je pense que moi, je suis un peu biaisé du fait que je suis dans le milieu et que les Ouais, gens c'est ils te parce que connaissent t'es dans dans le le milieu. milieu. Maintenant, dans la rue, tu vois, c'est rare quand même. À Bruxelles, un peu plus, mais genre à Paris, les gens vont pas me reconnaître. Ouais. Enfin, j'ai jamais été à Paris sans masque. Donc, mais je pense, non, franchement, je suis beaucoup plus connue dans la tête des gens Ok. et dans celle de ma mère. C'est Trop vraiment les mignon. deux. Et Diagramme de Venn. comment tes proches ils vivent allez, un peu bateau cette question en vrai. Genre, comment tes proches vivent un peu ta notoriété, genre. Ça. En vrai, c'est un peu. Enfin, je sais même pas si elle est intéressante cette question. En fait, si. En Yes. fait, mais je sais pas comment il faudrait la poser. Parce qu'en fait, il y a un aspect qui est intéressant. Parce que souvent, la façon dont l'entourage gère les choses est plus compliquée que la façon dont la personne gère les choses. Ouais. C'est exactement là où je voulais aller. Ouais, mais je sais pas non plus comment j'aurais posé ça. Mais en gros, j'en sais rien. Mais il y a des fois une sorte de distance un peu chelou qui est faite par les gens quand ils font. En fait, ils s'imaginent aussi que. Je sais pas, c'est compliqué, mais. Ok. Je vais en passer une autre question et puis on essaie de retomber là-dessus. Est-ce que t'es déjà justement allé trop loin dans la relation avec quelqu'un qui t'idéalisait un peu juste en voulant être gentil, tu vois, et qui s'est retrouvé à, genre, à mettre une. Enfin, genre, est-ce que cette personne-là, elle a une proximité un peu chelou avec toi et que t'es obligé de lui mettre un stop ou genre tu t'es rendu compte que t'as merdé genre un peu après ou ce Bah, genre de en choses? fait, ouais, vu que j'essaye toujours d'être sympa et de quand les gens ils viennent me parler et j'ai parfois du mal à ouais, un peu dire non et tout. Donc en général, ouais, ils voient bien que j'arrête, enfin, je réponds moins ou que j'ai des réponses assez brèves et tout parce que les gens, vu qu'ils ont l'impression de me connaître, Mhm. parce que les podcasts, les chroniques et tout, des fois ils se projettent un peu trop dans mes potes et tout, alors que moi je connais rien d'eux et je sais pas, enfin tu vois, c'est assez curieux et donc ils ont tendance peut-être à trop projeter et surtout à imaginer que je suis l'image que je renvoie, ce qui est pas faux mais pas vrai non plus. Genre ce qu'il y a sur scène, dans les chroniques, dans les podcasts et tout, c'est vraiment le meilleur de moi. Mais il y a tout le reste aussi. Genre il y a tous les côtés... le côté chiant à vivre en fait. Genre là, je suis 3 jours à Paris, ça me fait chier. Genre je suis pas bien quoi. Ce matin, j'étais là putain, vas-y, je prends un Thalys maintenant, je rentre quoi. Parce que j'aime trop être chez moi et être genre vraiment dans ma forteresse et niquer tous vos mères. Et je suis souvent égoïste, je suis souvent égocentrique, je suis souvent difficile à vivre parce que je parle pas. En Ouais. fait, il y a des fois où vraiment mon stock de capacité sociale était épuisé et genre que je sois avec des potes, pas avec des potes n'importe qui, je ne parle plus.
Et donc les gens, quand ils se ramènent en mode ah putain, ça doit être trop chambé de traîner avec toi. Non, Non. vraiment pas. Genre, j'approuve en mode, c'est pas en mode ouais, t'es chiant, tout ça, c'est genre, j'approuve en mode, je ressens exactement la même chose. Ouais. Et je sais pas si c'est un truc d'humoriste ou c'est un truc, genre, plus une particularité qu'on peut avoir sur notre mode de fonctionnement. Je suis un peu en train de mon téléphone qui sonne en plein podcast, Oh super! putain, amateur. Oh non, mais. Oh là là, le loser, quoi. Mais insultez-moi. N'hésitez pas à insulter Georges par DM. Yes. Je pense que je vais demander à mes potes de, genre, s'enregistrer en train de m'insulter et je vais mettre ça, genre, en fond. Comme sonnerie. Fils de chien. Fils de chien, ben non, j'ai pas de père, justement. T'es tellement nul que t'as pas de parents. La France, elle veut plus de toi. Je suis en T'es train de cramer seul, mes blagues. Georges. Je suis en train de cramer mon passage. Alors que Oh bah écoute. on en était. J'ai envie de mettre un peu de sound design, genre sur ce podcast. Je sais pas comment je vais faire ça. Bon, bref. Relation avec les gens, genre le fait que. Tu dis parce que toi, est-ce que c'est propre aux humoristes? Est-ce que. Parce que, genre, t'as dit, ouais, genre les gens ils voient le meilleur de moi-même. Et en même temps, j'ai l'impression que les humoristes, ce que les gens cherchent de nous, c'est un peu notre vulnérabilité. Mhm. Genre nos mauvais côtés qui fait que ça va être marrant. Ouais, mais il y a une mise en récit de cette vulnérabilité. Genre, on va quand même prendre le meilleur de nos vulnérabilités. Mhm. Moi, quand je dis ah, j'aime le malaise, on en fait un jeu, regardez, tac, tac, Ouais. tac. En vrai, souvent, c'est juste je subis le truc, quoi. Et donc, tu vois, on met toujours en récit nos trucs. Quand je raconte, genre, ouais, j'ai été invitée à un anniversaire par erreur et tout, ha ha ha, on va en rigoler. En vrai, mais j'étais pas bien. Hein. Et donc, tu vois, il y a ce truc de. Ou même quand t'as des sketchs que je trouve éclatés au sol, genre, ah, ma meuf, elle est jalouse, ou moi, je suis trop jaloux et tout. Ouais. C'est pas agréable. Donc on va chaque fois mettre en récit les choses négatives, mais c'est pas pour autant qu'elles ne restent pas négatives. C'est juste qu'on en fait quelque chose de drôle. Ouais, donc le meilleur en fait, c'est notre manière de raconter ces choses négatives. Ouais. C'est genre, regardez, j'arrive à faire du chouette avec du pas chouette et avec mes défauts. J'ai réussi, ça je pense c'est une de mes plus grandes fiertés, j'ai réussi à me faire rémunérer pour mes défauts. Est-ce que c'est ça dont t'as. Genre, qu'est-ce que t'as envie vraiment de raconter aux gens sur scène? Genre ta manière dont tu vis tes défauts et comment tu les vis un peu mieux ou. Genre, essayer de faire passer un bon message avec, genre. Je pense qu'il y avait un truc de It's gonna be okay. Ok. Et de. C'est ok de pas fitter tout le temps et c'est ok de pas se sentir bien tout le temps et d'être un peu une merde parfois et de pas comprendre l'environnement dans lequel on est, de pas trouver de place et tout. Et il est possible d'en faire des choses, il est possible de trouver des gens qui sont pareils et avec qui on peut quand même connecter à certains niveaux et tout. Et c'est un peu un truc de allez les gars, ça va aller. Ouais. On va trouver des endroits où se mettre. C'est surtout ça, je pense. Est-ce que c'est aussi ta nature un peu en dehors de la scène? Est-ce que t'es un peu comme ça avec les gens qui t'entourent, genre en mode un peu genre cette personne rassurante, en mode ça va aller, t'inquiète pas, en vrai c'est pas si grave que ça ce qui nous arrive? Non, en vrai, je suis pas comme ça. En fait, il y a un truc un peu. Genre, je suis douée pour dire ça à plein de gens qui me connaissent pas vraiment. Ouais. Mais dans la vie vraiment proche, je suis moins comme ça en fait, parce que je suis tellement à essayer de moi-même aller bien Ouais, que je suis vraiment pas la personne la plus douée pour rassurer les gens, quoi. À part te proposer un verre d'eau, je vais pas faire grand-chose. Ok. Maintenant, j'essaye, tu vois, d'être là pour les gens et d'essayer de faire des trucs cute et tout, mais je suis beaucoup plus maladroite dans la vraie vie. C'est juste que... En fait, parce que quand tu parles à des gens, il n'y a pas de cadre social. Quand tu parles à autant de gens, tu vois, il n'y a pas de cadre. Ces gens, regardez, je donne des trucs que j'ai observés et tout, mais les gens vont pas te répondre. Et donc, tu peux pas faire les choses mal, en vrai. Mhm. Tandis que quand tu parles avec une personne, avec un pote, machin, il y a un retour. Et donc, tu as plus de chances de ne pas avoir le contrôle. Parce que sur scène, ce que je dis, j'y ai réfléchi, c'est un message que j'ai construit, je me dis ok, tout est en place. Mhm. Sauf que quand ton pote, il te répond, c'est genre mais j'avais pas préparé que tu répondes. Ouais. Et donc je suis pas prête à ça. Et donc ça demande beaucoup plus de spontanéité que je n'ai pas. Mhm. Et donc il y a... Ouais, c'est ça. C'était pas du tout clair. Mais si, en vrai si. Ok. Moi aussi j'ai ce truc là de des fois je parle longtemps et au moins même moi je décroche de ce que j'ai dit au début. Ouais. Oh, boring. Non si, en vrai... Prends le temps de même reprendre le début, de dire fuck, c'est pas ça que je voulais dire non plus. Genre. Mais même dans ma tête, c'est pas clair. Bah, comment tu penses que les gens te voient du coup?
Je sais pas, je me suis posé la question il y a pas longtemps quand justement Stand Up France a parlé de moi dans le podcast. Et il y en a un qui disait ouais, Fanny, j'avais jamais écouté parce que pour moi, c'est vraiment de l'humour de dépressif et tout. Et d'un côté, oui, c'est un truc sur lequel je joue beaucoup. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression que ça se voyait que c'était pas que ça et qu'il y avait quand même un truc un peu plus lumineux et un peu plus. Maintenant, c'est peut-être vraiment juste dans ma tête en fait. Et donc là, je me suis dit, oh putain, merde, c'est vraiment juste l'image l'image que je renvoie. Est-ce qu'on peut parler du podcast que tu vas sortir et du fait que tu l'as enregistré au Barbès? Ouais, ça sort genre dans un mois là donc. Ok. Parce que moi, justement, cette image-là, je la comprends. Maintenant, à chaque fois que je t'ai vu sur scène, t'étais parti vraiment dans des mondes un peu farfelus, à faire des blagues un peu. Pas forcément à base de jeux de mots, mais des blagues Oh vraiment. si, j'adore Ouais, les si, jeux un de peu mots. jeux de mots. Mais... Ce que je veux dire, c'est. Enfin, je sais que, genre, dans le milieu des humoristes, enfin, surtout au Barbès, ça, dès qu'on dit jeu de mots, ça sonne tout de suite très ringard. Ouais. Et du coup, si je dis à quelqu'un fait des jeux de mots, je voulais pas dire, vous avez vu, Fanny, elle est ringarde et tout avec ses jeux de mots, alors que c'est vraiment pas que ça que tu fais. Mais il y a beaucoup de trucs un peu plus cartoonesques, un peu plus enfantins. Et moi, c'est quelque chose que je trouve hyper cool. Mais je comprends que les gens pensent que, genre, l'humour de dépressif. Est-ce que tu arriverais à l'expliquer ça? Enfin, comment. Attends, je me suis perdu. En fait, ce que je veux dire. Là, il y a deux questions vraiment différentes. Ouais, vraiment, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est. Pourquoi tu penses que les gens ils pensent que que c'est de l'humour de dépressif? Parce qu'ils le disent. Ouais, mais que t'as réussi à le comprendre, à l'analyser ce truc-là? Ben, en soi, je comprends parce que moi, les trucs que je poste sur Instagram, c'est souvent ça et tout. Les trucs dans les chroniques, il y a souvent des blagues à base de Cipralexa, de Prozac. Donc oui, il y en a beaucoup parce que oui, c'est quand même beaucoup comme ça que je suis. Mais il y a aussi cet aspect justement que je développe de plus en plus, je pense. Cet aspect, j'aime vraiment l'humour débile Ouais. des fois. Et autant avant, justement, j'essaie de beaucoup théoriser. J'étais là, oui, mais il faut qu'il y ait un message vraiment important sur la santé mentale dans tes spectacles et tout. Maintenant, je suis comme, oh, regardez, un jeu de mots où je dis que je suis quelqu'un d'entier, puis après, je dis, contrairement à Jacques Demy, allez, hilarité générale. Tu vois, je trouve ça débile. Mais en même temps, je me dis, mais oui, en fait. En fait, je sais pas si c'est un truc d'époque, de contexte, de Covid et tout. On a tellement bouffé des trucs, on va pas bien, et qu'on a besoin de légèreté et tout. Je sais pas si c'est moi qui fais un switch à cause de ça, mais j'aime de plus en plus les choses vraiment juste débiles et légères et qui sont vraiment des parenthèses où tu penses pas à grand chose et tout. Et j'aime de plus en plus ça et je pense que ça commence un peu à ressortir davantage dans ce que je fais. Mais ouais, l'image que je dégage là est encore très humour de dépressif. En même temps, je fais un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent, donc forcément, tu pars aussi sur une base. Après, douter, ça a un rapport avec la dépression, tu penses? Non, mais ça a quand même une image de. On va parler de choses un peu plus négatives, quoi. On va pas. En tout cas, de choses avec lesquelles les gens sont moins à l'aise, j'ai l'impression. Pourquoi les gens ils sont pas à l'aise dans le fait de douter? Bah, parce que quand tu doutes, t'es pas en contrôle. Et si t'es pas en contrôle, t'es pas reliable. Non, c'est pas reliable. Si, c'est ça. Si, c'est reliable. Fiable, entre guillemets. Ok. Et si t'as pas l'air fiable, t'es pas attirant, tu vois. Il y a ce truc de. On est attiré par les gens qui sont sûrs d'eux. Toi, t'es attiré par les gens qui sont sûrs d'eux? Ben, ça dépend très fort, en fait. J'aurais tendance à dire non de base. Parce que, ouais, j'aime bien les meufs un peu névrosées, tu vois. Bah ouais. J'aime dire, non, j'ai envie de vous sauver. Je pense qu'en plus, c'est ce que les gens aiment bien, genre, dans ce que tu dégages, tu vois. Enfin, pas forcément le côté j'ai envie de te sauver, mais le fait de devoir douter, le fait de voir que t'es pas en assurance. Ouais. Je pense qu'il y a un peu une projection d'empathie, tu vois. Ouais, je pense que ça, j'ai un côté, ouais, justement très relatable. J'ai un côté, oui, les gens s'identifient parce que moi, je suis comme, j'ai plein de failles. Et ils font genre, oh putain, j'ai les mêmes. Et donc, oui, évidemment, ils connectent comme ça. Mais genre, ça, c'est en tant que chose que je. Enfin, ils aiment les choses que je crée via ça. Et peut-être qu'ils aiment la personne qui pense que je suis via ça. Mais en vrai, dans les vraies relations sociales, je suis pas certaine que ça soit aussi vrai, en fait. Parce que tu vas pas chercher la même chose dans les œuvres que tu consommes que dans les gens que tu fréquentes. Moi, par exemple, je sais que j'adore les trucs d'écorché vif. Ouais. Dans une chanson, plus tu pleures, mieux je me porte.
Mais à côté de ça, dans la vie, j'ai quand même besoin d'être avec des gens assez stables parce que sinon, enfin genre je sais que moi je le suis pas assez pour me permettre d'avoir des gens moins stables que moi dans ma vie, tu vois. Et j'ai toujours besoin de gens qui sont un peu un minimum sain d'esprit, qui savent travailler sur eux-mêmes et qui, tu vois, genre des potes qui me disent vas-y on fait ça et puis qui se pointent pas, genre mais tu te dégages à une vitesse. Mais toi, ça t'est déjà arrivé de dire tu fais ça et de pas te pointer? Non. Bah, du coup, Mais enfin, si un peu quand même. Mais maintenant plus, tu vois. Mais non, j'ai besoin de gens fiables et solides quand même. mais tu te vois pas comme quelqu'un de fiable et solide. Si quand même. Mais il faut pas que j'ai quelqu'un de moins solide que moi, tu vois. Ok. Parce que sinon, en fait, juste ça va me faire chier. Parce que pour moi, dans ma tête, je concevais vraiment genre une question de solidité comme étant genre, tu sais, t'as des périodes où juste t'es bien, t'as des périodes où t'es fucked up, tu vois. Mhm. Et que genre les gens qui m'entourent, c'est des gens qui sont pas en phase avec mes périodes. Parce que si on est fucked up tous les deux, eh ben on Ouais, est juste là à se tirer vers le bas. Et si on est bien tous les deux, bah juste c'est marrant, mais on se fait chier quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et que j'ai ouais. plus pas le côté de j'ai envie de fréquenter des gens stables, j'ai plus envie de fréquenter des gens stables quand moi je suis pas. Et moi je suis prêt à offrir ma stabilité à des gens quand eux ils le sont pas, tu vois. Et je sais pas si j'ai raison de voir ça comme ça ou si. Ben si, c'est logique en fait. C'est logique, mais j'ai réalisé il y a quelques jours justement que, en termes de relations amoureuses et tout, Mhm, j'avais toujours eu tendance à penser que j'étais attirée par les gens vraiment similaires à moi. mhm. Genre vraiment des gens qui un peu, ouais, meuf névrosée, qui aiment la littérature. Et vraiment, j'ai une liste de 3 critères, tu vois. Et Ouais. j'étais là, ouais, mais ça, c'est trop comme j'aime bien et tout. Et en fait, je réalise que pas du tout. Et que justement, j'aime bien les gens qui sont à l'opposé de moi parce que sinon, c'est chiant. Et d'ailleurs, ça marchait jamais avec les gens qui étaient vraiment comme je pensais que j'aimais les gens, tu vois. Mhm. C'était chiant parce qu'on avait la même dynamique, on était trop similaires. Et du coup, bah, y a pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas de dynamique. Et c'est pas trop chiant d'avoir quelqu'un trop opposé? Genre du. Ou genre. Bah, il y a opposé et opposé, tu vois. Mais Ok. il y a quand même des points similaires. C'est Mais quoi la nuance alors? je pense que c'est beaucoup dans la dynamique de dialogue. Genre, moi, vu que je parle pas beaucoup, si j'ai Mhm. quelqu'un en face de moi qui parle pas beaucoup, c'est long, hein. Donc, ouais, en fait, il y a vraiment ce truc de je parle pas beaucoup, donc il y a juste des gens un peu plus extravertis qui vont m'adopter, je vais les suivre. Mhm. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent ah t'es introverti et pourtant tu montes sur scène? Comment ça se fait? C'est très logique, parce que quand tu montes sur scène, t'as le contrôle de tout. Mhm. C'est un cadre. C'est comme moi, avec plein d'invités, des gens qui doutent, la discussion était très fluide quand on avait les micros, mais quand Ouais. on les coupait, c'était genre voilà, allez, parce que tu vois, il y a des codes. Ouais. Et donc on suit la discussion, enfin la discussion se passe selon des codes. Sur scène, moi le texte, je l'avais en tête. Euh, Bah voilà, je déroulais mon truc, il y avait des fois des petites interactions, mais tout était sous contrôle. Tandis que dans une discussion, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout est spontané en fait. Et là, j'ai pas toujours les codes. Est-ce que en dehors de ta vie sur scène, t'es quelqu'un qui aime bien se faire remarquer? Genre qui est prêt à faire genre une petite bêtise, une petite dinguerie juste pour choper justement cette attention-là sur toi? Je crois pas. En fait, ça dépend dans quel contexte je suis, mais si je suis avec des gens que je connais pas, non, pas trop. Ok. Maintenant, je suis aussi du genre à m'en foutre de vraiment beaucoup de choses. Et donc, des fois, je vais faire un truc que les gens considèrent comme une dinguerie, mais Mhm. moi, c'était juste un raccourci pour. Parce que je m'en fous, tu vois. Ok. Donc, des fois, je vais dire un truc, les gens ils seront là, oh putain, comment il a osé, alors que vraiment, c'était juste, il m'a fait chier, je lui ai dit, tu vois. Ouais. Et donc, c'est plus vraiment de la flemme. Ok. Ta définition d'introverti, ce serait quoi exactement? Parce que j'ai l'impression que pas mal de gens ont leur définition à eux. Genre, par exemple, moi, la définition que j'ai, c'est les gens introvertis vont plus regagner de l'énergie en étant seuls Ouais, et en dépenser en étant avec les autres. ouais, Et les extravertis, c'est l'inverse. ouais, Est-ce c'est qu'on vrai. est à peu près là-dessus? Ouais, ouais, totalement. Et moi, j'ai vraiment besoin vraiment de me recharger, quoi. C'est comme les voitures électriques, c'est la même chose. Mais du coup, voir des gens, c'est quelque chose qui te plaît aussi? Genre, t'as ce côté où je décharge mes batteries, genre je vais aller me fatiguer en allant voir des gens? Enfin, est-ce que t'as ce truc plaisant de je vais aller voir des gens? Ah, Tu vois? ben, oui, j'aime voir les gens que j'aime bien, ou j'aime des fois, j'ai juste envie de sortir, Ouais. d'aller me poser dans un bar, je connais personne, je m'en bats les couilles. Je veux juste voir des gens, mais c'est pas ça, c'est le contexte, je pense, parce que j'ai juste envie
de voir que les humains existent encore, parce que j'en ai pas vu depuis longtemps. Mais souvent, si j'ai trop vu de gens, si j'ai trop dû parler, mais je suis épuisée, quoi. Je suis vidée. Et genre des fois, genre hier, j'ai fait 3 heures d'émission chez Inter. Et puis après, j'étais chez une pote et on a bossé. Et puis après, on est allé au magasin. Ouais. Et là, le magasin, il m'a tué. Hein. C'était genre, putain, j'ai déjà vu tellement de gens, j'ai déjà dû parler tellement aujourd'hui. Mais genre, magasin, j'ai pas parlé. J'étais juste à côté d'elle, je marchais, je parlais pas. T'as le mode automatique en mode genre même plus tu regardes, c'est juste t'avances et t'essaies de faire en sorte de pas mourir écrasé par quelque chose, quoi. C'est ça. C'est genre vraiment, chaque pas me rapproche de l'endroit où je serais seule. Et donc, je suis rentrée, mais j'étais trop contente, quoi. J'étais juste là, oh putain, il se passe rien. C'est trop bien. Quel moment tu t'es rendu compte que t'étais doué en stand-up? Bah, c'est toujours assez. Enfin, il y a plein de gens qui te diraient, mais tu ne l'es pas, Fanny. Mais en fait, le truc, c'est que. Je sais pas, c'est. Moi, un truc qui m'a un peu donné un boost, c'est que, genre, 3 mois, un truc du style 3 mois après avoir commencé, j'ai gagné un concours du Kings of Comedy Club, donc qui est le seul comedy club en Belgique. Et donc là, je me suis dit, putain, peut-être il y a un truc à faire, en fait. Mais c'est-à-dire, tu t'es déjà dit, ouais, je vais faire un concours. Mais en fait, non, moi, je m'étais inscrite juste pour pouvoir jouer au moins une fois par semaine. Parce que c'était des étapes une fois par semaine. Et du coup, je m'étais dit, bah, comme ça, tous les mardis, je joue tant que je suis pas éliminée. Donc, ça me fait des dates, quoi. Et finalement, j'ai gagné. Et donc, j'étais là, bah, si des gens dont c'est le métier trouvent qu'il y a un truc à faire, bah, peut-être, en fait, ouais, je vais continuer. Donc là, ça te fait un peu avoir des perspectives que t'avais pas. Et donc là, je me suis dit, ok, là, on va un peu creuser. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres trucs. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas tellement qu'à un moment, je me suis dit, je suis douée. C'est juste que ça marchait à chaque étape. Donc, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, ok, bah, moi, j'aime bien faire ça. Visiblement, les gens aiment assez pour venir me voir en spectacle. Bah, vas-y, on continue, quoi. Est-ce que t'as ce truc de. Comment dire, une sorte de. En fait, est-ce que t'as eu une exigence qui est née suite à ça, suite à ce concours, en disant, ouais, vas-y, il faut vraiment que je sois drôle, il faut vraiment que je sois efficace tout le temps à partir de maintenant parce que les gens attendent que je sois drôle? Ou c'est un truc que. En fait, genre, le truc que j'ai observé, c'est que. Tu sais, il y a des gens qui sont, genre, pas naturellement doués, mais qui ont certaines facilités à faire des choses, et il y a d'autres qui galèrent leur race pendant plusieurs années. Et je me dis pas forcément que, tu sais, il y a des génies ou pas des génies, tu vois. Je me dis juste comment est-ce que, genre, je pense, les personnes qui arrivent plus facilement ont, genre, une vision de la chose, une vision de la discipline qui est assez particulière, qui fait que ça va être très efficace très vite. Et c'est plus ce truc-là que j'essaye de creuser chez les gens qui réussissent assez. Pas facilement, tu vois, mais qui réussissent assez vite. Je comprends et je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient chez des gens. Ouais, il y a des gens, genre, regarde Roman Fressinet, il fait n'importe quoi, il arrivera à le faire bien et drôle et ça va marcher et ça va. Et je sais pas, il y a des gens comme ça qui sont très. Je sais pas, il y aura toujours une vision un peu différente. Des gens comme Phoebe Waller-Bridge, tout ce qu'elle fait, tous les projets, qu'ils soient drôles ou pas, je les trouve incroyables parce qu'il y a toujours ce regard, cette personnalité que je trouve zinzin. Et je sais pas ce qu'il y a chez ces gens. Et tu sais pas ce que t'as chez toi non plus. C'est compliqué de se juger soi-même parce que j'ai toujours tendance à trouver que les gens sont pas assez exigeants. Ouais. Et donc là, d'ailleurs, je me suis rendu compte chez Inter, j'avais une chronique qui était vraiment pas ouf. Sur le Freezy? Ouais. C'est le que t'as tweeté. Ouais. Et honnêtement, il y a 2-3 vannes que j'aime vraiment beaucoup, mais je trouve qu'elle est éclatée et genre je l'ai écrite tard, j'en avais 2 à faire. Pourtant, genre cette chronique, je l'ai écoutée avant de venir et les gens ils ont rigolé assez fort. Genre. Mais parce qu'il y avait vraiment 2-3 bonnes vannes vraiment drôles, mais dans le déroulé et tout, c'était beaucoup de texte pour vraiment pas beaucoup de choses drôles. Et donc là, tu vois, j'ai remarqué que dans les commentaires, les gens étaient quand même vachement positifs. Et je pense que j'ai atteint ce stade chez Inter où les gens m'aiment assez pour trouver tout ce que je fais bien. Et je me suis dit, oh fuck. Parce qu'avant, il y a quand même des gens qui disaient, putain, ça c'est en dessous de ce qu'elle fait d'habitude, ou ça c'est pas dingue et tout. Et donc c'était cool parce qu'il y avait quand même un curseur équilibré, tu vois. Et les gens étaient quand même un peu terre à terre avec ce que je faisais. Donc c'était cool d'avoir ce retour un peu plus sincère. Tandis que maintenant, c'est moins le cas. Et c'est assez chiant parce que comment tu peux te fier à l'avis des gens s'ils sont souvent positifs
Bah, Même quand c'est pas cool. moi, ce que j'interprète, et je dis ça genre. En fait, je vais beaucoup dire, genre, moi, ma vision des choses, mais c'est vraiment pas genre vision Non, mais c'est d'autorité, normal. Hein. c'est genre vraiment une interprétation, tu vois. C'est que j'ai l'impression que, genre, ton exigence, ton critère d'exigence se base plus sur les rires, mais base plus sur ce que t'as envie de raconter. Totalement, ouais. Et genre, pour moi, quand j'ai vu le tweet sur le frisbee en disant que c'était pas ta meilleure chronique, qu'il y avait des bonnes vannes, j'ai fait ok, genre, ce qu'elle avait à dire était pas forcément, genre, ultra intéressant. Genre, le fait genre, le ministre il dise, ouais, faites du frisbee, c'est marrant, mais c'est pas, genre, vraiment, c'est pas un truc qui va te. Il y a pas de message. Ouais, c'est pas de message. Et du coup, je peux comprendre que t'aies trouvé ça moins intéressant à faire, même si c'était très très efficace. Du coup, C'était même pas très efficace. C'est juste qu'il y avait 3 vannes drôles. en fait, Et je m'y accroche. non, mais moi je suis d'accord. Mais en vrai, genre, j'ai écouté quelques de tes chroniques, genre ce matin. Et genre vraiment, il y a une vanne sur le frisbee où j'ai rigolé fort dans le métro, tu vois. Tu sais, j'ai vraiment. Merde, je suis dans le métro, situation sociale où je dois pas faire de bruit. Et genre, je me souviens, c'était celle où tu disais. Je peux spoiler la chronique? Ouais, Genre ouais. une vanne, c'était celle où tu disais que les frisbees c'était genre des petites tables pour rouler des joints. Ouais. Je l'avais pas vu venir. Et j'étais en mode, ah ok, ma surprise. C'est vraiment la bonne forme. Hein. Ouais. Mais du coup, est-ce que à tes débuts, t'avais cette exigence-là de tu voulais porter un message? Bah, il y a message et message. Hein. C'est pas toujours un truc vraiment important ou quoi. Genre, mais c'est juste raconter quelque chose de manière. Ou je sais pas, faire remarquer quelque chose. Genre, j'en ai enregistré une autre hier que j'ai trouvé beaucoup mieux, qui était juste sur le fait que. Et vraiment, il y a pas de message. C'est juste, oh, regarde, quand on veut aller dormir, enfin, quand on veut s'endormir, on fait semblant de dormir jusqu'à ce qu'on dorme. Ouais. Et c'est chelou. Ouais. Quoi? Et quand j'ai réalisé ça, j'ai fait genre, oh putain, mais c'est trop bizarre et tout. Vas-y, je le dis aux gens, comme ça va leur fucker leur sommeil. et donc, il n'y a pas de message. C'est juste faire remarquer quelque chose. Ok. Et donc, juste, j'ai mis des blagues autour de ça et je trouve la chronique beaucoup mieux. Donc, c'est pas forcément qu'il y ait un message, c'est juste une narration qui est plus chouette en fait. Une observation pas facile à voir en vrai. Mais c'est pas de moi, hein, c'est Billie Eilish qui m'avait dit ça. Oh, le flex, c'est incroyable! Oui, je sais. Genre, d'où? On était en interview et elle avait fait remarquer ça et j'ai fait genre, oh my god, what? T'as piqué ça à Billy ou? Mais je le dis dans la chronique, hein. Ah, ok. Oui, je le dis, tiens. Ça aurait été tellement drôle que tu piques une vanne à Billie Eilish. Ouais, oui. Est-ce que c'est grave de piquer des blagues à pas des humoristes, quoi? Genre, imagine, t'as ton pote, il te sort une bonne vanne. Mais en vrai, ça, je le fais tout le temps, moi. Enfin, je leur dis, tu vois. Aussi. Je leur dis. Genre, ils me voient sortir mon téléphone dès qu'il y a un truc drôle dans la conversation. Ouais. Je suis comme, oui, mais c'est une conversation à deux, on l'a créée à deux. Ouais. Ils sont là vraiment à me mettre des coups de pression en mode, ouais, tu me payes hein, si tu fais cette vanne. Oui, bien sûr. D'abord, on me paye, après, on verra. Ouais, c'est ça. Ah, c'est genre, je suis content d'être pas le seul. Le pourcentage de 0€, ça reste 0€. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans ta chronique là, sur le fait de faire semblant jusqu'à trouver le sommeil? C'est la manière dont tu le racontes? Parce qu'il y avait un truc un peu plus recherché dans la forme de la chronique. Il y avait des vannes que je trouvais vraiment drôles. Et je sais pas, le tout était un peu mieux agencé. Il y avait quelque chose de plus cohérent. Et il y avait un point A, un point B. Enfin, tu vois, c'était mieux construit, quoi. Okay. Et puis, je sais pas, l'ambiance était mieux. L'invité, je l'aimais beaucoup. C'était Alice Zeniter. Et je sais pas, tout ça fait que à la fin, j'étais là, putain, c'est trop bien, j'ai hâte qu'elle sorte, quoi. C'est plus, t'as passé un bon moment, quoi. Ouais. Ok. Et je pense que ça joue énormément aussi, parce que les pires chroniques que j'ai faites, c'était avec des invités qui m'insupportaient, quoi. Donc en fait, c'est pas tellement genre ce que tu produis comme écrit, mais plus ce que tu produis comme moment avec les gens qui t'affecte toi. Ouais, c'est les deux quand même. Les deux jouent fort, parce que d'un côté, je sais que si ma chronique elle est éclatée, je vais mal la vendre, parce que je serai en mode, oh my god, je suis en train de pourrir 3 minutes de leur temps. Ils pourraient être en train d'écouter des trucs super, et à la place, c'est moi qui parle à 2 millions de personnes. What? Donc il y a de nouveau ce truc de voler du temps aux gens, parce que moi je déteste qu'on casse les couilles à me raconter des choses qui n'ont pas de sens. Donc moi le faire, je me sens trop mal, quoi. Mais t'écoutes des chroniques d'autres personnes? Ouais, j'écoute beaucoup les copains, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol, Guillermo et Marina, je les regarde toutes. Mais est-ce que ça t'arrive de tomber sur des chroniques un peu éclatées de leur part? Ouais, des fois tu vois qu'ils ont dû l'écrire tard, quoi. Ou des fois tu dis putain, celle-là elle est moins bien que ce qu'il fait d'habitude. Mais je suis en mode, bah ouais, ça arrive, tu vois. Mais tu leur en veux pas, en fait. En fait, c'est le truc de... C'est un truc que j'ai aussi, c'est genre...
Shirley, quand j'étais au campus, me disait beaucoup les gens vont pas te juger quand tu montes sur scène, arrête de t'excuser ou assume d'être là, t'as une légitimité, même si c'est pas ouf, c'est pas grave, genre au pire tu vas leur faire passer un mauvais moment pendant 5 minutes et tu vas passer à autre chose. Et tu sais, genre j'ai ce truc là où moi je m'en veux si j'arrive sur scène et que je serais un malaise ou que vraiment les gens comprennent pas mes blagues. Et en même temps, si c'est un de mes potes ou quelqu'un que j'aime bien qui fait la même chose, je suis en mode bah c'est pas grave, c'est juste un jour sans, tu vois. Mais en fait, ça dépend de la promesse à chaque fois, tu vois. Moi, j'ai fait les étés, enfin là, je l'ai fait l'année dernière, je vais le refaire cette année si on peut jouer. C'est les étés, je prends un soir, tous les soirs au Kings of Comedy Club, et je fais des 30-30 de tests. Mhm. Et là, tu vois, la promesse, c'est on va tester des trucs, peut-être ça va être drôle, peut-être pas. Vous payez pas cher, vous venez, ça va être cool, peut-être. Et donc là, la promesse, les attentes sont assez basses pour que tu puisses te permettre de dire ok, je suis légitime, parce que je vous ai rien promis de zinzin, hein. Ouais. C'est juste je fais mon truc et tout. Donc là, ça va, je suis assez à l'aise, même quand je fais des trucs qui sont pas dingues. Maintenant, quand t'es sur France Inter, t'as 2 millions de personnes qui t'écoutent, c'est le service public, t'as un peu une exigence tacite qui est là. Donc je vais être beaucoup plus mal à l'aise si je fais de la merde sur France Inter que ailleurs, quoi. Si c'est sur scène, genre je sais que mon spectacle maintenant il est relativement solide. Si je fais des petites impros et que ça prend pas, je me dis bah c'est pas grave, écoute, les gens ils auront quand même eu 1 heure de matos solide et après je tente des trucs, c'est pas grave, quoi. Mais est-ce que c'est une promesse que n'importe qui peut tenir, le fait de produire une chronique de qualité genre toutes les semaines? J'aurais tendance à dire non, et puis il y a Guillermo Guise. Et vraiment, c'est le contre-exemple. Parce que je pense que non, c'est pas possible d'avoir chaque semaine des trucs fous à dire. Des fois, t'es un peu moins bien, voilà. Mais il y a Guy. Et donc, bah, si c'est possible. Et donc, il me fait chier. Non, mais c'est possible d'être Guy. Et encore, genre, Est-ce que c'est possible d'être Guillermo Guise? je pense que lui, il a réussi. Mais pourquoi lui, ça fonctionne? Parce que Guy a ce truc dans la tête qui fait qu'il est... Bah déjà, il a de l'expérience. Ça fait 4-5 ans qu'il fait ça. Il est très drôle dans la vie. Puis, il connaît les recettes et tout. Et donc, je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Mais je pense aussi et surtout que Guy, quoi qu'il fasse, il fait les choses bien parce que c'est un gros angoissé de la vie qui a des attentes, enfin des exigences hyper hautes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir des exigences aussi hautes? Genre pour... Je pense que c'est très bien pour le public, pas du tout pour toi. Hmm. Donc ça veut dire que ça va te pourrir la vie, mais ce qui va faire que tu vas fournir un truc qui sera toujours plus qualitatif que les autres. Et donc ça va être super pour les gens qui te regardent, mais pas pour toi. Est-ce que ça vaut la peine? C'est une grande question. Ouais. Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Parce que plein de gens heureux de voir un truc, vs Mhm. une personne triste. Ça fait un peu martyr sacrifié quand même. Mais ouais, mais il y a plein d'artistes, c'est comme ça. Regarde Elliott Smith, il a fait des trucs incroyables. Maintenant, il s'est suicidé, le garçon, gars. Worth it! All the way! Est-ce qu'il n'y a pas genre un juste milieu à Enfin, pas un juste milieu, mais un moyen de hacker le système, de rendre plein de gens heureux, tout en faisant en sorte que toi, t'es heureux, tu vois? Si, évidemment, là, c'est des extrêmes, mais si, évidemment. Mais je sais pas. Si, si, bien sûr, mais je sais pas. Je pense que... Enfin, vraiment... Moi, à chaque fois que je fais un truc, j'essaie de trouver toujours le moyen de hacker le système, tu vois? De faire les choses complètement différemment et d'avoir un résultat trop cool. Et je sens cette dualité, genre, chez les gens avec qui je discute, du artiste torturé, de les gens qu'on préfère, c'est des gens qui sont vraiment mal dans leur peau. Et du coup, je vois beaucoup de mes proches, de gens brillants que j'aime bien, qui se mettent mal dans leur peau. Et du coup, j'en dis, bref, est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi? Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas une. En fait, j'ai l'impression que tout le monde fait cette erreur d'aller très mal pour produire des choses qui sont très touchantes, très pertinentes, très brillantes. Et je me dis, peut-être il y a un Mais moyen, peut-être c'est un truc qu'on n'a pas encore vu, une manière de faire qu'on n'a pas encore vu, qui fait que toi t'es heureux, tu te préserves et les gens ils sont quand même contents de voir ce que tu fais. Mais regarde Kian Kojandi. Genre, je pense qu'il a eu des périodes assez compliquées. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va beaucoup mieux. Et il met ça beaucoup dans son spectacle. Et il rend plein de gens heureux en faisant plein de projets. Et c'est charmé. Donc oui, évidemment que c'est possible. Et évidemment que c'est possible d'avoir des névroses, mais voilà, d'en faire quelque chose et d'essayer d'aller mieux et tout. Euh, et je pense aussi que si tu vas vraiment trop mal, de toute façon, tu ne produis rien. Ouais. T'es pas capable, en Ouais. vrai. Ouais. Quand t'es vraiment en dépression, à moins que tu sois fabuleusement fonctionnel quand même, tu vas pas te lever, hein. Tu verras pas le sens, tu verras pas le point de te lever.
Donc oui, évidemment qu'il y a un juste milieu à trouver et que de toute façon, il faut toujours choisir le fait d'aller mieux. Il faut pas choisir le fait d'aller mal pour créer. Ça fait aucun sens. Euh, mais donc ouais, je sais pas, je sais pas, les gens gèrent ça de manière tellement différente. Et il y a des gens à qui ça fait énormément de bien justement de créer des choses avec cette tristesse et tout. D'autres, pas du tout. Donc je sais pas. Je sais pas, moi souvent les gens disent quand ils créent quelque chose, ils extériorisent, ça leur fait du bien et tout. Moi je trouve pas. Ça m'aide à comprendre, mais ça Ouais. m'aide pas à aller mieux. Comprendre, ça te permet pas d'aller mieux? Je sais pas parce que c'est un truc tellement long terme que c'est difficile en fait de savoir quel facteur fait quoi, tu vois. C'est genre, ok, j'ai compris la façon dont je fonctionnais. En fait, non, ça me met des bases pour aller mieux, parce que je me dis, ok, j'écris un texte sur ça. Oh putain, en fait, c'est comme ça que je pense, c'est comme Ouais. ça que je fonctionne et tout. Ah, ben maintenant, je sais sur quoi travailler pour aller mieux. Mais c'est vraiment que 10% du taf, quoi. Donc ça te donne des bonnes bases, mais après, faut bosser dessus, quoi. Tandis qu'il y a des gens, j'ai l'impression que quand ils font des chansons, c'est comme si les sentiments, ils les prenaient, ils les sortaient d'eux, et du coup, bah, ça devenait un truc extérieur et qui leur faisait moins mal, quoi. T'as des chanteurs ou des chanteuses dans ton entourage? Proche, non, mais j'ai des copains, quoi. Ok. Et t'as pu parler de ça avec des gens, des chanteurs, des chanteuses, justement de l'extériorisation de ce qu'ils sont, du fait que ça leur permet de comprendre, d'aller mieux? Est-ce que c'est vraiment un truc... Enfin, cette mécanique de la musique, c'est un truc que j'aimerais bien, genre, pouvoir soit reproduire moi dans mon stand-up, soit aider les gens à pouvoir réfléchir dessus pour qu'ils reproduisent aussi dans leur stand-up. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un monde qui nous sépare et j'ai pas exactement mis le doigt dessus, tu vois. Je sais pas. Mais je pense que c'est très différent dans le sens où il y a peut-être moins de mise en récit dans la musique que dans le stand-up, parce que nous, on doit prendre un truc triste et le rendre drôle. Eux, ils doivent prendre un truc triste et peut-être le garder triste. Donc il y a moins de je fais semblant de rire d'un truc ou je rigole sincèrement d'un truc qui est triste de base. Donc je pense qu'il y a déjà ce filtre qui change beaucoup de choses. On peut pas rigoler de trucs qui sont déjà marrantes de base? Si, mais souvent je trouve que c'est vraiment facile en fait. Genre moi, les gens qui font des sketchs ou des chroniques ou quoi sur... Le ministre qui parle de frisbee. Bah, j'étais en train de me Ouais. dire, putain, je suis en train de me contredire là. Mais là, tu vois, j'ai quand même pris une idée et j'ai essayé de développer le truc sur le frisbee. Là où certains vont juste lister des trucs, genre j'ai des potes qui ont fait ça à un moment que j'adore et tout, mais ça, j'avais trouvé ça pas ouf. Il y avait eu un braquage en Belgique où en fait les gars, ils étaient allés braquer une bijouterie, hein, je pense. Et le bijoutier leur avait dit, mais les gars, il est 10h du match, pas d'argent, revenez à 17h. Ah oui, c'est vrai. Et les gars, ils étaient revenus. Et donc évidemment, bah, il s'était fait choper par la police. Mais donc j'avais un pote qui avait raconté ça sur scène. Et qui, enfin, du coup, il raconte chaque étape. Évidemment que c'est drôle, mais parce que l'histoire est drôle. Mais t'as pas besoin de rajouter des blagues là-dessus. Et il le rajoutait pas d'ailleurs. Mais donc ça, tu vois, je trouve ça un peu paresseux parce que c'est juste utiliser une histoire déjà drôle pour faire marrer les gens. Donc t'as les rires, mais c'est pas ton histoire. Mais ce que t'as fait avec le frisbee, tu penses que c'est paresseux du coup? Euh... J'ai l'impression d'être méchant quand je pose cette question. Non. Vraiment Non, pas, genre. bah, peut-être. Mais ça, je trouve pas parce que c'est vraiment la prémisse. Et après, j'en fais totalement autre chose, tu vois. Mais c'est juste qu'il me fallait un thème. Ok. Et j'avais pas d'idée. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que les ministres ont dit de débile? Et voilà. Mais Ouais. voilà, j'ai pas creusé plus sur le plan des ministres en Belgique, quoi. Peut-être la tristesse, elle est du fait que les ministres, ils ont dit de la merde. Peut-être c'était ça le truc triste, moins que le frisbee. Non, la tristesse, c'était plus qu'on nous... Bah oui, qu'on nous conseille des trucs qui sont vraiment pas excitants juste parce qu'on peut pas se permettre mieux en ce moment, quoi. Désolée Ok. pour tous les fans de frisbee, hein. Il est super votre sport, mais en fait, il faut être vraiment bon en frisbee pour que ça devienne fun. Enfin, tu sais, je trouve un peu débile ce conseil parce que tu le touches le frisbee avec tes mains au final. Oui, mais ouais, je comprends pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui c'est niveau de désespoir de la personne pour sortir une dinguerie comme ça, genre en mode faites du frisbee. C'est- Ouais, ou genre faites des châteaux de sable, mais assez grands pour garder les distances. Mais je ne comprends pas. C'est fou en fait.
Bizarrement, on parle plus de cette chronique-là que les autres que genre t'aurais pu Bah faire. parce que c'est plus intéressant de voir ce qui a merdé que ce qui fonctionne. Hmm. Parce que c'est quand ça fonctionne, ça fonctionne. Y a pas grand-chose à en dire. Petits travaux à côté. Ouais, ok. Euh, Tandis que quand ça merde, bah c'est plus cool d'aller gratouiller dans les rouages, de voir à quel moment y avait pas le contrôle, quoi. Qu'est-ce que t'aurais pu faire mieux avec cette chronique? Bah prendre plus de temps pour la faire. Mais là j'étais vraiment dos au mur. Je devais en écrire 2 pour la matinée. Ça t'aurait fait kiffer de prendre plus de temps pour faire cette chronique-là ou pas? Bah j'aurais pas pris ce sujet-là alors. Là c'est pas Ouais, vraiment parce que j'avais pas de sujet. Et donc voilà quoi. Mais sinon non j'aurais pas pris ce sujet-là. ok. Est-ce que t'as des blagues que t'as faites genre que tu regrettes? Pas forcément sur la chronique, pas peut-être dans ton spectacle, des trucs que t'as Ouais. testés. En fait je les regrette mais en même temps je les fais toujours. Parce que c'est un bon gros rire gras. Mais sauf que maintenant, j'essaie de davantage en parler derrière, tu vois. Et te dire, ah Ok. putain, vous avez rigolé à ça? Ah, mais non, 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 non. The joke is on you, bitches. Mais genre, ouais, j'ai des blagues. En fait, quand ça tape sur une personne, ça me Ouais. saoule, tu vois. Ouais. Et j'en ai une ou deux que j'avais écrit tout au début et qui marchaient tellement bien. C'est tellement un truc fédérateur de taper sur une personne que, ouais, c'est difficile de s'en détacher, quoi. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est pas possible de faire des blagues sans vexer une personne? Genre, pour au contexte, c'est que moi j'essaie vraiment de faire l'humour le moins oppressif possible. Mhm. Genre, ça me fait pas marrer de taper sur des communautés et taper des gens en fonction de leur genre, de leur orientation. Et pas mal de gens me disent, ouais, bah change de métier en fait, c'est pas possible. Généralement, c'est Non, des mais gens les pas gens humoristes qui me disent ça, tu vois. Mais ouais, mais non, mais les gens qui disent qu'on peut pas être drôle sans taper sur qui que ce soit, c'est nimp. Parce que tu peux totalement. En fait, il y a une différence entre taper sur quelqu'un et faire remarquer des choses marrantes chez les gens. ouais, Il y en aura toujours qui vont être vexés parce que c'est ce que les gens font. Euh, mais, euh, mais genre, non, tu peux faire plein de blagues qui sont pas méchantes, qui ont pas le but de vexer ou quoi. Et puis évidemment qu'il y a des blagues qui ne tapent sur personne. Là, je suis en train de lire un truc hyper intéressant, justement, dont on avait parlé avec Dan Gagnon. C'est lui qui m'avait fait acheter ce bouquin How to Write Funny. Mhm. Et dedans, il en parle assez bien. Il y a vraiment, il redéfinit l'humour comme une violation bénigne. Mm. Et juste, il y a des trucs comme ça qui n'ont aucune incidence sur personne. Genre, j'ai un pote qui s'appelle Lucas Cosco, qui est hyper drôle. Il fait un truc, ça fait un an ou deux, chaque fois qu'il va chez ses parents, Mm. il rajoute une cuillère dans leur tiroir à couverts. Et ça veut dire que ses parents, ils pètent des câbles parce qu'ils disent putain, pourquoi on a autant de cuillères? Et cette idée est incroyable. Ah, j'adore les blagues de vie comme ça me fume de rire. Et ça n'est méchant pour personne, c'est juste hilarant et cocasse. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et C'est ouais, c'est le truc où c'est pas grave quoi. non, c'est pas grave, c'est toujours bénin et c'est ça qui est marrant. Et puis aussi, il y a ce truc de. Dans le cadre de l'humour, tu es dans un cadre sain de c'est pour rire. Ouais. Et donc, ça va, tu peux dire des choses qui sont un peu plus dures ou quoi. Moi, quand je fais dans la chronique là sur le frisbee, à un moment, je dis que tu peux remplacer le frisbee par une scie circulaire. Et c'est idéal si t'as un enfant et que t'en veux deux. C'est un cadre de type humoristique. Je dis pas aux gens de découper leur enfant. Enfin, tu vois, il y a une sorte de protection comme ça, de petits dômes autour qui fait que tu peux dire des choses que tu ne dirais pas dans la vraie vie ou que tu ne penserais pas dans la vraie vie. C'est pour ça que des gens comme Jérémy Ferrari et tout, ils disent des trucs affreux, mais tout le monde est en mode c'est ok en fait. Parce que il y a des. Ouais, il y a un cadre. Et quand tu sors les choses de ce cadre, genre moi, je pense, il doit y avoir des phrases aussi, si tu les sors de mon spectacle, ça passe pas. Je pense qu'il y en a pas tellement, mais il doit y en avoir, comme dans tous les spectacles, je pense. Et c'est juste que le cadre, le contexte est important. Et maintenant, il faut pas non plus utiliser l'argument de oui, mais c'est sortir de son contexte pour dire des trucs horribles parce que ça marche pas non plus. Mais je pense que qu'à un moment, faut se chiller un peu sur ce qui est de l'humour et ce qui est à vocation vraiment de blesser
ou ce qui a vocation de faire remarquer des choses de la vie sur des gens. Et genre, c'est bon, quoi. Et du coup, genre, quelqu'un qui vient faire une blague genre sexiste, genre vraiment nulle comme ça, et qui dit ouais, mais c'est dans le cadre et tout ça, est-ce que ça passe du coup? Mais en fait, ça dépend parce faut prendre le contexte plus global en considération et tout. Et genre, par exemple, des communautés ou des gens qui ont déjà été beaucoup oppressés, est-ce que t'as vraiment envie de taper sur eux? Mm. En fait, c'est juste genre read the room, mais genre à l'échelle du monde. Genre, est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? Est-ce que t'as vraiment envie de taper sur des gens qui s'en sont déjà pris plein la gueule? Ou est-ce que t'as envie de faire des blagues sur justement des gens qui ont beaucoup plus de droits, qui ont beaucoup plus de privilèges? C'est une question de choix aussi des gens dont t'as envie de rire, quoi. Est-ce que est-ce qu'on t'a déjà sorti genre l'argument de ouais, mais ça c'est trop bien pensant, c'est trop lissé, genre de penser comme ça? Non, parce que moi j'essaye d'éviter dans les. Enfin. En fait, moi j'essaye en tout cas de pas donner des opinions trop directes en mode oui, les gens qui sont contre l'avortement, c'est tous des connards, laissez-nous le choix, nanana. Non, moi je vais plus faire des blagues où t'as un sous-texte, mais si tu le comprends pas, tu le comprends pas. Genre dans mon spectacle, je raconte que je suis sortie autant avec des filles qu'avec des gars et tout. À aucun moment je dis arrêtez d'être contre l'homosexualité. Non, je dis juste, je raconte mes trucs. Le sous-texte, c'est on s'en bat les couilles de qui aime qui. En vrai, chacun son truc et on s'en fout. Mais je vais jamais donner des opinions comme ça vraiment franches. Et donc, on pourrait pas trop me dire, je pense que c'est bien pensant parce que moi, je donne juste des faits, des histoires et après, t'en penses un peu ce que tu veux, quoi. Ok. T'as lu beaucoup de livres sur la comédie? J'en ai lu quelques-uns, ouais. Il y en a beaucoup, c'est vraiment de la merde. Je- J'ai envie de savoir, mais je pensais pas. Je connais même pas les, je Ouais, connais c'est même ça. pas les noms. C'est juste qu'il y en a deux qui sont vraiment bien, c'est How to Write Funny et Comedy Toolbox. Ok. Vraiment très très bon. Deux que j'ai pas chez moi. Et J'en ai bah voilà, beaucoup, pourtant. demande-toi pourquoi t'es pas drôle. Oh, elle a visé juste. Pourtant, j'ai fait le campus. Je ne comprends pas. C'est censé être magique à la sortie de ce campus. T'as commencé à lire des bouquins sur la comédie à quel moment de ta carrière? Après avoir commencé. Genre après ou après genre la précision était vraiment très floue de ma part. Ouais. Genre. Après, je pense après 6 mois, 1 an. Ok. Pourquoi ça t'est venu comme envie? Parce que en fait, il y a des fois des choses que je faisais et que je comprenais pas, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de procédés comiques qu'on fait sans s'en rendre compte. Et c'est juste un truc un peu automatique comme ça. Et donc, c'est bien des fois de se rendre compte de pourquoi tel truc est drôle parce que du coup, tu vois comment tu pourrais le rendre encore plus drôle ou tu vois les mécanismes que tu utilises tout le temps par automatisme. Genre, moi, je réalise beaucoup que j'ai des automatismes et des fois, je m'auto-soule en fait. Parce que je trouve que ça devient du coup trop prévisible. Et donc, faut essayer un peu de changer les méthodes pour le faire, quoi. Et donc, c'est assez intéressant. Et puis, ça m'apprend plein de trucs en vrai. Je pense que c'est important quand même d'avoir des bases théoriques. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais je pense que ça peut t'apporter beaucoup. Est-ce que ça t'a permis de comprendre les trucs qui fonctionnaient ou plus les trucs qui fonctionnaient pas? Il y a mon vent qui gargouille de ouf, j'espère qu'on va pas l'entendre. Ça m'a permis de comprendre les trucs qui... Plutôt les trucs qui fonctionnent en fait, parce que ça marche un peu genre comme quand tu viens d'apprendre un mot et que t'as l'impression de le voir partout. Ouais. Bah là, quand j'apprends un procédé, je vais surtout me dire ah putain, c'est ça que j'avais fait là, tandis que ceux que j'utilise pas, enfin, ou les trucs qui marchaient pas, j'ai perdu le fil de ma réponse. La question c'était est-ce que ça te permet de comprendre plus ce qui fonctionne ou ce qui fonctionnait pas? Ouais, je pense que je le vois plus dans ce qui fonctionne, mais des fois ouais, ça me permet de me dire ah putain, en fait là ça fonctionnait pas parce que je suis pas allée assez loin et que c'est un truc qui nécessite d'aller plus loin dans l'absurde ou ce genre de truc. Mais je dirais plus ce qui marche. Est-ce que t'as une béquille une béquille anti-bide? Ben là, je me rends compte, ouais, dernièrement que, comme un peu tout le monde,
j'ai tendance à m'emporter. Enfin, des fois, quand une punch est pas assez forte, bah, je m'emporte en la faisant d'une manière un peu plus cocasse, quoi. Et vu que j'ai un style qui est très... je suis très calme sur scène en temps normal, dès que je suis un peu plus enjouée ou que je commence à élever un peu la voix, bah, ça va provoquer un effet un peu plus comique, ou en tout cas amplifier une chute qui était pas ouf, quoi. Donc des fois, j'ai tendance à trop utiliser ça. Mais est-ce que tu estimes qu'il y a des rires qui ont plus de valeur que d'autres? Ouais. Je sais pas s'il faut dire ça, Non, mais mais en vrai, moi, ouais. je veux ton avis en vrai là-dessus. Parce que Bah, en vrai, ouais. Moi, j'aime trop les... Soit les trucs de niche parce que ça me valorise d'une façon, genre, vraiment malsaine. Genre, non, 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 entre nous. Tu vois? c'est là une référence que j'ai aussi. Ouais, c'est ça. Délicieux. Ou des trucs un peu plus complexes, tu vois. Je suis comme, on l'a compris, on est dans la même secte. Mais ça, c'est vraiment le truc un peu teubé, voilà. Mais sinon les trucs, quand il y a des vannes, je suis vraiment fière de la construction et que les gens rigolent. Je suis comme, waouh, je suis trop contente d'avoir pensé à ça et d'avoir travaillé sur ce truc-là. Quand je sens que c'est vraiment un truc recherché, que... Genre, il y a des vannes que j'ai faites, je me dis, sûrement quelqu'un les a déjà faites en vrai, parce que c'est pas très recherché. Ouais. Et puis il y en a d'autres où je me dis, putain, ça c'est vraiment bon. Et donc quand les gens rigolent à ça, je suis là, oh putain. Ouh là là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir beaucoup d'attentes sur une vanne et qu'elle prenne pas du tout? Très souvent. Très souvent, et c'est très frustrant. Et des fois, c'est parce que je l'ai mal vendu, ou vraiment juste des fois parce que j'ai totalement surélevé l'efficacité de cette blague et ça fait rire que moi. Et dans quelle mesure tu te bats pour cette vanne, par exemple? Trop. Trop. Trop, parce que tous les bons humoristes sont tendance à dire ne t'attache pas à tes vannes, Ouais. il faut savoir les laisser aller. Des fois, ça marche pas, tu vires. Moi, je suis comme oui, mais c'est mon bébé. Et donc, je sais qu'il faut que je fasse gaffe à ça. Mais ouais, des fois, des fois, j'ai un bête attachement pour des trucs et genre, j'ai une blague genre sur Virginia Woolf. Il y a vraiment genre 3 personnes dans la salle qui rigolent. Mais je suis comme yay. Vous êtes mes 3 préférés. Oui. Et ouais, je sais pas, j'aime bien des fois. Mais du coup, des fois, je les garde. Genre, dans mon spectacle, j'ai une blague sur Nickelback. Ouais. Vraiment, pas beaucoup de gens ont la ref. Et mais je la laisse. Et en fait, c'est juste trouver un équilibre. Que ce soit pas... que les gens ne se sentent pas mis à part, exclus. Mais des fois, tu te permets quelques petits trucs plus pointus. Mais c'est juste vraiment trouver un équilibre, quoi. Comment est-ce que tu fais, genre, si t'es invité sur un plateau, que tu sais que les gens ne te connaissent pas beaucoup, pour trouver vraiment une accroche pour présenter ton personnage très vite? C'est assez compliqué. Moi, j'aime pas trop la promo, justement, dans des médias plus généralistes et Pas tout. forcément dans la promo, c'est plus genre tes 30 premières secondes sur scène. Ah oui, d'accord, dans des cadres comme ça. Ouais. Ah bah là, j'ai envie de me pisser dessus. C'est flippant. Genre, moi, c'est pour ça que je fais très peu de plateaux à Paris et tout. Parce que j'ai un peu cette sécurité, cette facilité maintenant d'arriver souvent où des gens connaissent un peu déjà ce que je fais et tout. Donc, il y a un peu ce truc de s'ils sont là, c'est qu'ils savent que je fais ce type d'humour. Donc, je peux me permettre de me complaire un peu dans ce que je fais d'habitude et tout. Et j'ai des certitudes que ça va pas trop les dégoûter. Maintenant, quand j'arrive dans des endroits vraiment où c'est tout nouveau et tout, je me dis, oh my god, si ça se trouve, en fait, tout ça n'est qu'un leurre. Et depuis le début, je suis pas drôle. C'est juste vraiment ma mère qui a payé beaucoup de gens autour de moi pour qu'ils fassent semblant de rigoler et tout. Et donc là, ouais, ou quand tu repars à zéro à chaque fois dans des gros galas ou quoi, tu te dis, mais pourquoi je fais ce métier, quoi? Pourquoi je me mets en danger à devoir convaincre des gens qui me connaissent pas? Non, hein. Non, hein. Fais pas ça. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? J'essaye de m'auto-convaincre que au pire, tant pis, et vraiment, fais ton truc. Comme si t'y croyais à fond, comme si le public était en feu. Et parce que plus tu te démontes, plus ça va être malaisant pour tout le monde, quoi. Est-ce que t'as ce truc quand tu montes sur scène où tu te dis que c'est un peu genre une première rencontre, que c'est un peu genre je sais pas, j'avais lu ça dans Comedy Bible où il disait genre monter sur scène c'est un peu genre comme si t'étais en date avec quelqu'un, tu peux pas genre parler directement des trucs très très obscurs, très noirs, parce que la personne va dire bonjour déjà, comment tu t'appelles? Ouais. Oui, c'est vrai, et en même temps, je préfère 1000 fois un date où quelqu'un me dit dès le départ, tu veux voir mon pilulier?
j'adore le football, j'ai une petite sœur, et je me fais chier en fait. Donc à la fois, sois pas trop bizarre, mais à la fois, sois spécial. Donc c'est... Ah, c'est intéressant, ça. C'est quoi la différence entre bizarre et spécial? En fait, il faut que je sente que c'est un minimum sous contrôle quand même. Tu vois, faut pas que je me demande si tu vas m'enfermer dans ta cave, mais faut que je me dise, cette personne, il y a des trucs sombres dans sa vie. Tu vois, des trucs... Putain, pourquoi ça tire les trucs sombres, en vrai? Mais je dis sombres, mais des trucs un peu fucked up, quoi, tu vois. Mais... Pas nécessairement sombres, mais en tout cas, ou même des trucs un peu zinzin. Des gens qui font des choses absurdes ou qui... Enfin, tu vois, quelque chose de surprenant. Mais je suis grave d'accord avec toi, genre... Moi, je sais qu'il y a des trucs que je trouve très sexy chez les gens, c'est quand il y a cette petite bizarrerie venue de nulle part, tu vois. Et je me dis, pourquoi est-ce que ça me fait me ressentir de l'attirance? Alors que c'est pas dans le cahier des charges d'une personne attirante de ce truc-là, de ouais, je change 3 fois de chaussures dans la journée, tu vois. Genre, je sais pas, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça mignon? C'est très très bizarre. Je pense que c'est une question de... Parce qu'on se fait chier, en fait. Parce qu'on se fait chier avec la plupart des gens et que on est tellement tous en mode il faut avoir l'air normal, il faut pas avoir l'air trop bizarre aux yeux des gens, qu'on fait que des trucs vraiment officiels, tu vois. On fait que les trucs qu'il faut faire. Et puis donc quand on voit quelqu'un qui est pas dans ces codes-là, on est comme waouh, quelqu'un qui se permet d'être un peu plus chelou, c'est trop bien. Moi j'ai un peu ce biais où j'ai l'impression que les gens chelous, il y en a plus que ce que je pense. Ouais. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être parce que comme je le suis un peu, juste on s'attire mutuellement les uns les autres. Ah oui, je pense que les gens chelous s'attirent mutuellement de ouf. Hein. Qu'est-ce que ça doit être la vie des gens pas chelous qui doivent se fréquenter entre eux, quoi. La même chose. Ah ouais? Mais en moins chelou. Je pense qu'ils s'attirent aussi entre eux, donc ils sont très contents de trouver des gens comme eux. Parce que moi, ce que j'ai... Genre, j'ai toujours moi je. Mais c'est normal. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave en vrai? Non, mais je trouve ça logique. Et puis, c'est normal. Genre, moi, je réponds sur base de ce que je pense, de ce que j'ai vu et tout. Et toi, c'est pareil. Donc, c'est la même chose. Parce que ma manière d'accepter un peu le fait que j'étais chelou dans mon adolescence, c'est de me dire, c'est moi qui suis normal, c'est les autres qui sont chelous. Non, Georges. Ouais, bah oui, mais évidemment qu'il faut se dire ça à l'adolescence, sinon t'as envie de te flinguer. Je pense que je me le dis encore aujourd'hui, tu vois. Mais non. Non, c'est juste que les gens sont majoritaires. C'est pas qu'ils sont normaux, c'est qu'ils sont majoritaires. Mais c'est une ancienne amie qui m'a dit ça, qui m'a dit Georges, même si t'as raison, si tout le monde avait décidé que t'as tort, t'as tort. Je trouve ça tellement injuste. Ouais, bah oui, c'est injuste, évidemment que c'est injuste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Non. Je déteste cette conclusion. C'est la vie, mon petit, qu'est-ce que tu veux, mais non, mais c'est juste qu'il faut trouver des pirouettes, en fait. C'est genre, ok, je vais vous dire que vous avez raison, et moi, dans mon coin, avec tous mes potes où on pense que vous avez tort, on va vivre notre meilleure vie dans notre villa de gens qui ont tort, mais on trouve qu'on a raison. Mais est-ce que c'est pas, genre, alimenter une sorte d'aigreur qu'on a en nous, quoi? Mais en fait, justement, je pense que si t'acceptes le fait que vous avez pas le même avis, et que toi, tu vas juste te contenter d'être avec les gens qui sont d'accord avec toi, et tu vas essayer de comprendre pourquoi les autres, ils pensent un avis différent, et donc vous allez un peu essayer d'être curieux du reste, mais tout en acceptant que t'as pas le même avis. Je pense que justement, comme ça, t'es pas aigri. Mais si tu restes tout seul dans ton coin, avec personne qui te soutient, et tu vois tous les gens qui sont pas du même avis, et tu te braques totalement, là, tu vas être aigri de ouf, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que je suis pas seul, mais qu'on est plein à être aigri de ouf envers les gens qui ont l'air beaucoup plus heureux que nous, parce qu'ils sont genre plus nombreux et plus dans la norme. Je fais des guillemets avec les doigts. Dans la norme. Ouais, mais je pense que quand les gens sont aigris par ça, c'est parce qu'ils ont pas encore trouvé les bonnes personnes autour d'eux, tu vois. Mais quand vous êtes plusieurs à être aigris, ça s'annule. Enfin, tu vois, vous êtes plus... Vous avez votre petite bulle où c'est fun et donc vous êtes... Tu vois ? Ok. Je pense que c'est une question d'entourage et une fois que t'as assez de gens comme toi autour de toi, t'es comme, hey, ça va en fait. T'as pas d'amis, Georges ? Je crois que je vais terminer là-dessus.
écouté ce podcast. Merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.